Et dans cette rencontre entre le colonisé et le colonisateur, ça me permet d'arriver à Schweitzer. Que remarque-t-on? On remarque souvent que l'histoire, ou l'histoire de la rencontre, elle est souvent écrite uniquement par le colonisateur. C'est le colonisateur qui décrit la rencontre, c'est le colonisateur qui décrit le colonisé. Et j'ai été confronté d'ailleurs à cela tout au long de la rédaction de ce livre. Alors, je tiens d'ailleurs à préciser un point, parce que nous sommes là dans une question vraiment complexe. Je suis un occidental. Donc, lorsque j'évoque l'Occident, il ne s'agit nullement d'une question de couleur de peau. Je suis un occidental. Puisque malheureusement, et c'est pour ça que j'évoque la situation coloniale, le propos qui est retenu, le propos qui doit faire foi, c'est le propos du colonisateur, c'est le propos de l'occidental. Les autres n'ont absolument rien à dire. Et ce que j'ai essayé de mettre en scène, ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre, c'est que les indigènes, c'est que les gens, c'est que le colonisé, c'est également un être. Parce que le colonisé est souvent présenté ou considéré comme un non-être. J'ai en mémoire une anecdote qui est souvent rappelée au Gabon et que certains, peut-être ici, dont certains ont entendu parler, c'est pendant la période coloniale, où vous avez un administrateur, un blanc, qui entre dans un bureau où vous avez un personnel africain et qui demande s'il n'y a personne ici. La personne ici, ça veut dire, c'est ce que les Brésiliens appellent l'invisibilité du noir. Il n'y a personne ici. Mais ce « il n'y a personne ici », malheureusement, se poursuit jusque dans les productions scientifiques. Puisque ce que l'on m'a souvent dit, ce qu'on m'a souvent avancé, c'est que, après tout, pourquoi écrire de nouveau sur Schweitzer? Tout a été dit sur lui. Mais ce propos, encore une fois, n'est pas qu'un propos de Français, mais également des Gabonais m'ont dit, il y a déjà des tas de gens plus qualifiés qui ont écrit sur lui. Qu'est-ce qu'on peut dire de nouveau sur Schweitzer? Et moi, je leur disais, mais combien de Gabonais ont écrit sur Schweitzer? Les entretiens que j'ai réalisés étaient faits dans deux langues du Gabon que je maîtrisais parfaitement, mais il y avait toujours une espèce de gêne. La personne me disait, oui, mais attends, il y a mon fils qui lui a fait des études et qui te parlera mieux. Donc ça veut dire que du côté du colonisé, on a intériorisé une espèce d'infériorité. On se considère que ce que je peux dire n'a absolument pas de poids par rapport à ce que pourrait dire un lettré. Ça, c'est vraiment un point qui est important dans ma démarche. Mais dans cette aventure, j'ai toujours eu à l'esprit ce qu'avaient écrit un certain nombre de personnages, un certain nombre de personnes, d'auteurs qui me sont chers, et notamment Aimé Césaire. Aimé Césaire dit ceci: il y a deux manières de se perdre, par ségrégation murée dans le particulier ou par dilution dans l'universel. Ma conception de l'universel est celle d'un universel riche de tout le particulier, riche de tous les particuliers, approfondissant et coexistence de tous les particuliers. C'est bête, ça peut paraître totalement évident, mais lorsque l'on commence à aborder ces questions de santé, les questions relatives à la maladie et à la personne, on se rend compte que nous ne voyons pas le monde pareillement. Nous ne voyons pas le monde pareillement et que donc ensuite, il faut donc tenir compte de la manière dont chacun voit le monde pour éventuellement réfléchir sur les solutions qu'on peut apporter. Et ce que je mets en lumière ici, c'est que mes témoins ici ne voient pas le monde comme nous, vous et moi. Mes témoins ont une manière
à eux de voir le monde, manière de voir le monde qui va expliquer le regard qu'ils portent sur Schweitzer, pourquoi Schweitzer est une icône, qui va expliquer également pourquoi Schweitzer, après tout, plus de 50 ans après l'indépendance du Gabon, est toujours présent dans les mémoires. Et cela va nous renvoyer au rapport à la médecine. Il y a une question qui revient régulièrement et qui est au cœur du livre. C'est la question de « qui suis-je » ? Qui suis-je ? Il y a un proverbe chez moi qui dit si tu commences à te demander qui tu es, c'est le début de la folie. Demander qui suis-je ? Mais qui suis-je, c'est comment je me définis. Parce que ce qui m'a frappé au cours de ces 3 derniers mois, depuis la sortie du livre, c'est cette question du qui suis-je ou des gens qui parlent. Et c'est la question, ce que Tube appelle la question chromatique. Mais question chromatique qui est une question présente dans nos sociétés aujourd'hui. Et pas seulement au Gabon, d'ailleurs beaucoup moins au Gabon qu'ici. De quoi s'agit-il lorsque j'évoque la question chromatique ? Mais la question de la ressemblance, ce n'est pas une question de couleur de peau. Quand je parlais tout à l'heure de l'Occident, je voulais vous renvoyer à cela. Quand je me suis lancé dans cette aventure, durant cette aventure, j'ai fait un petit travail de recherche qui allait l'aire géographique de l'Angola jusqu'au Sénégal, donc tout le golfe de Guinée. La question que je posais, c'est comment désigne-t-on les êtres humains ? Ça me renvoyait à 2 choses. C'est que chacun d'entre nous, pourquoi dans le golfe de Guinée, chacun d'entre nous, s'il y a une universalité, c'est celle-là, se définissait comme être humain. Mais par contre, comment désigne-t-on les autres ? Ça nous renvoie à la question de la race. Ce que l'on appelle le blanc, d'ailleurs le noir, ne se définissait pas comme noir. Je dis souvent sur le ton de la plaisanterie que lorsque je suis parti du Gabon, en 1986, j'étais un être humain. Je suis devenu un noir en arrivant en France. Je suis devenu un Africain en arrivant en France. Parce que je dis, l'africanité, je la découvre en Europe. C'est en Europe que je deviens un Africain. Et d'ailleurs, j'ai toujours du mal à savoir ce que c'est qu'un Africain. Ceci est un autre débat. Donc, cette question, je suis un être humain lorsque j'arrive ici. Mais la personne qui arrive chez moi, ce n'est pas un blanc. Dans toutes ces langues, de l'Angola au Sénégal, il n'y a, à ma connaissance, aucune langue où le blanc correspond à la couleur blanche. Si vous parlez le lingala, on vous parle du mundele. La couleur blanche, c'est pemba. Lorsque vous êtes au Gabon, les Fang, c'est la couleur blanche, le blanc, c'est ntara. Au Sénégal, Tubela peut l'attester, le mot toubab vient de l'arabe tobib, pour désigner le blanc. Mais donc, ce n'est pas du tout une question de couleur. Donc, la construction des identités par la couleur, ce n'est pas une conception qui vient de ces gens-là. Donc, ces gens-là n'ont pas le réflexe de voir les gens par les couleurs. D'où d'ailleurs, lorsque j'étais à un salon des livres en Alsace au début du mois de mai, il y a une dame qui était assez véhémente, qui est venue vers moi en me disant « Vous n'avez pas honte d'écrire un livre sur ce personnage qui a exploité des Gabonais et en plus un personnage raciste. » Mais moi j'ai eu des problèmes avec ce mot raciste parce que, évidemment, dans ma jeunesse, Schweitzer est présenté comme un raciste. Mais lorsque dans ma langue, je vais demander aux gens « Schweitzer était-il raciste ?» Alors, il y a des gens ici qui sont Fang comme moi. Comment va-t-on dire raciste en Fang? Alors, j'ai essayé de trouver une astuce en disant Schweitzer, c'est quelqu'un qui ne vous aimait pas. Alors évidemment, les gens sont atterrés en disant mais comment tu peux dire que ce type ne nous aimait pas? Il a passé 50 ans ici, il est enterré ici, sa femme est enterrée ici, sa fille est enterrée ici, et tu dis que ce type ne nous aimait pas. Alors, il dit mais viens nous présenter ces blancs-là qui, eux, nous aimaient et que nous, on n'a jamais vus.